je vais vous exposer maintenant pour le sevrage en cannabis. Je vais être assez succinct puisqu'il n'y a pas de risque vital de sevrage en cannabis. La prise en charge du cannabis, donc on essaye de viser la consommation contrôlée ou l'abstinence totale. Il n'y a pas de traitement de substitution à proprement parler pour le cannabis. On peut utiliser des traitements de substitution nicotinique. Et on parle de plus en plus quand même du CBD et du vapotage, mais ça ne correspond pas à des prises en charge en urgence. Donc je n'en parlerai pas dans ce TD. Bien sûr, on pourra toujours faire de la psychothérapie. La question, c'est plutôt des sevrages en ambulatoire par le XAPA. Il se peut effectivement qu'il y ait certaines cliniques qui fassent des sevrages hospitaliers. Il y a des comorbidités, il faut prendre en charge les comorbidités somatiques et psychiatriques, et c'est ça plutôt éventuellement l'urgence. Cela ne fait pas forcément l'objet de ce cours. Par contre, pensez à des bouffées délirantes aiguës en cas d'intoxication aiguë en cannabis. Mais c'est exactement la même prise en charge que la prise en charge d'un trouble psychotique aigu que vous devez faire. Bien évidemment, la prise en charge sociale est très importante. Par rapport aux benzodiazépines, là nous avons en fait 3 situations pour lesquelles je voudrais que vous ayez des informations. Le sevrage en benzodiazépine, la prescription de benzodiazépine, les règles de prescription et l'intoxication aiguë. Donc, les règles du sevrage, déjà, d'après l'HAS, il préconise un arrêt qui est très progressif, ce qui permet d'éviter un risque de rechute ou un syndrome de sevrage, surtout chez les patients traités depuis plusieurs années. L'arrêt peut être effectué donc sur 4 à 6 semaines, mais parfois, il est nécessaire que ce soit sur plusieurs mois que la diminution progressive se fasse. Donc, jamais d'arrêt brutal, une diminution toujours progressive puisque vous engagez le risque vital. Le risque vital, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir l'apparition donc de signes dus à l'arrêt ou à la diminution, et donc ça se manifeste par des tremblements, de l'anxiété, une insomnie, des céphalées. Ça peut aller jusqu'à la confusion ou des hallucinations, mais également, et heureusement de manière plus rare, mais des troubles de la vigilance, des convulsions, une incoordination motrice et un coma. Le délai d'apparition et d'évolution, il peut arriver après, sur des demi-vies courtes, après quelques jours sans prise, voire même quelques heures en fait, et l'atténuation peut être progressive. Donc la prise en charge du sevrage en benzodiazépine doit être progressive. Vous pouvez viser bien évidemment la consommation contrôlée ou l'abstinence totale. On utilisera dans ces cas-là des benzodiazépines à demi-vie longue en une prise par jour. Et vous pouvez faire un tableau d'équivalence des doses qui se trouve très facilement sur Internet, qui correspond au même tableau que je vous ai présenté pour l'utilisation des benzodiazépines dans le sevrage en alcool. Il faut également savoir que pour l'overdose en benzodiazépine, vous avez en fait un traitement qui est l'Annexat, le fumazénil, qui est utilisé et pour lequel il faut que vous administrez ça. Si vous avez un doute, par exemple, lors d'une IMV, d'une intoxication médicamenteuse volontaire en benzodiazépine, le traitement par Annexat peut être un bon moyen de voir si votre patient a pris des traitements en urgence avant en fait d'avoir les résultats du laboratoire. Les règles de prescription sont très importantes. Vous allez être forcément dans vos premières gardes amenés à prescrire des benzodiazépines. Il est très important que vous sachiez en fait les règles de prescription. Il faut prendre en compte les facteurs de risque pouvant conduire donc à éviter de prescrire une benzodiazépine, notamment les antécédents de dépendance, les troubles anxieux graves et chroniques, qui ne sont pas en fait des indications de prescription de benzodiazépine.
il faut prévenir sur le risque de dépendance et la nécessité de limiter la durée des prises. Limiter la durée de prescription à 12 semaines maximum si vous prescrivez les benzodiazépines à visée anxiolytique. Il faut privilégier les doses les plus faibles possibles et sur les durées les plus courtes. Ne pas associer de benzodiazépines. Réévaluer très régulièrement que la prise reste ponctuelle et un traitement ancien ne doit pas être renouvelé sans une analyse attentive et des tentatives d'arrêt progressif, même transitoires. Ils doivent être programmés le plus souvent possible. Donc l'overdose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pronostic est quand même plutôt favorable. Attention à l'effet potentialisé avec l'alcool. Vous pouvez appeler bien sûr le SAMU et le centre antipoison pour avoir une conduite à tenir. Ça se manifeste par une dépression du système nerveux central, comme un coma calme, hypotonique et avec une hyporéflexie. On peut voir aussi une dépression cardiovasculaire, mais qui est plus rare. Pas d'intérêt donc au dosage quantitatif parce qu'il n'y a pas de relation entre la clinique et le dosage sanguin, mais par contre un dosage qualitatif urinaire est intéressant. Et donc l'annexate et le flumazenil sont le traitement en fait de l'overdose en benzodiazépine. Pour la cocaïne. L'urgence dans la cocaïne, ce sont les complications en fait somatiques et psychiatriques de la prise de cocaïne. Donc pour rappel, au niveau des complications somatiques, en fait, le risque principal, c'est le risque cardiaque, avec le risque d'infarctus du myocarde par vasospasme coronarien. Il y a également un risque infectieux, notamment si vos patients s'injectent du crack en IV ou avec simplement le partage de paille ou le partage de moyens de sniff en fait. Pourquoi? Parce que au niveau RL, il peut y avoir en fait des micro-lésions ORL ou voire même des ulcères des cloisons nasales. Et donc, en fait, il y a des saignements et donc du sang peut se déposer sur les objets utilisés pour l'injection ou le sniff. Vous devez faire une recherche chez vos patients d'hépatite B, d'hépatite C et de VIH, puisque le risque infectieux est important. Au niveau évidemment neurologique, il y a aussi des risques de faire des AVC suite à une prise de cocaïne. Et il y a également un risque respiratoire. Au niveau des complications psychiatriques, vous pouvez avoir donc des épisodes délirants, plutôt paranoïaques que paranoïdes, mais encore que. Également un risque de dépression et de fléchissement thymique avec une recrudescence en fait des tentatives de suicide après la prise de cocaïne. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces risques peuvent apparaître après une seule prise de cocaïne et peu importe la dose, ce n'est pas forcément des risques qui apparaissent au moment de l'overdose en cocaïne, mais à chaque en fait prise de cocaïne. La notion aussi que les patients savent peu et connaissent peu, c'est en fait l'association cocaïne-alcool qui est en fait un cocktail mortel. Pourquoi? Parce que cela forme en fait une molécule de cocaéthylène et pour lequel l'augmentation du risque cardiotoxique est beaucoup plus importante. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que souvent les patients associent la cocaïne et l'alcool en disant que cette association permet, par exemple, de mieux contrôler les effets indésirables de l'alcool, d'avoir une meilleure maîtrise et moins de désinhibition par le prise d'alcool. Donc, ils ont l'impression que cette association est plutôt bénéfique pour elles. En fait, c'est parce que justement, cette molécule de cocaïne se forme. Et le problème, c'est que par contre, c'est une association qui est beaucoup plus mortelle pour eux. Voilà, donc la cocaïne, c'est un peu une substance particulière parce que c'est la seule substance pour laquelle on essaye de viser une abstinence totale et brutale pour vos patients. Maintenant,
toute diminution est toujours bonne à prendre. Mais c'est vraiment, je pense, votre objectif. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de roulette russe, en fait. À chaque prise de cocaïne, votre patient, d'autant aussi qu'on ne sait pas ce qu'il y a coupé, en fait, avec la cocaïne, il est important que votre patient sache les risques qu'il encourt à chaque prise de cocaïne. Au niveau des opiacés, les deux situations d'urgence sont le sevrage et l'intoxication aiguë. Pour le sevrage en opiacés, vous devez repérer des signes, notamment le syndrome pseudo-grippal avec des frissons, des tremblements, des myalgies, avec parfois des contractures musculaires, une anorexie, des douleurs abdominales, une diarrhée, de la nausée, des vomissements. Il y a un risque de déshydratation et d'hypoglycémie également. On peut voir apparaître également des signes neurovégétatifs comme un bâillement, de larmoiement, les rhinorrhées, une mydriase bilatérale, une tachycardie et une hypertension artérielle. On voit apparaître des signes aussi psychiatriques avec une anxiété, voire des attaques de panique, une irritabilité, une agressivité, un craving. Le craving, c'est cette sensation impérieuse de consommer. Une insomnie avec agitation. Et donc, on peut voir également des signes biologiques comme une hémoconcentration avec une hyperleucocytose et une hyperglycémie. Il y a un risque vital qui est engagé, mais qui est assez rare pour le sevrage en opiacés. Par contre, il ne faut pas le négliger. Pour le sevrage donc en opiacés, l'intensité des signes de sevrage dépend du caractère en fait agoniste fort ou faible de l'opiacé utilisé et de la dose habituelle bien sûr consommée. Le délai d'apparition et la durée du syndrome de sevrage dépend de la demi-vie de l'opiacé habituellement ingéré. Et donc pour des demi-vies courtes comme par exemple la prise d'héroïne, les symptômes de sevrage surviennent assez rapidement, c'est-à-dire qu'on peut voir après 6 à 12 heures après la dernière prise des premiers signes, et en revanche, les signes vont durer de 3 à 7 jours. Pour des demi-vies plus longues, le délai d'apparition, notamment par exemple pour la méthadone ou le Subutex, va être après 2 à 4 jours, mais ceux-là, les signes de manque vont rester pendant jusqu'à 3 semaines après l'arrêt. L'anxiété, la dysphorie, l'anédonie, l'insomnie peuvent persister dans les semaines et mois qui viennent et qui suivent la fin du syndrome de sevrage physique. Au niveau donc des opiacés, un des risques également très important, c'est l'overdose, notamment c'est une urgence vitale. Vous pouvez appeler le centre antipoison, mais également c'est obligatoire le SAMU. Il existe un produit qui est la naloxone, qui est l'antidote spécifique, qui est un agoniste spécifique pur. Vous pouvez les signes d'overdose sont donc les troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma et des convulsions. On peut voir apparaître donc un myosis et une bradypnée, un collapsus, une hypothermie et une rhabdomyolyse. Il existe effectivement de plus en plus en fait, il y a une vague qui se produit d'overdose en opiacés, notamment dans les pays nord-américains, avec en fait sur le marché noir la vente de fentanyl, qui est en fait un produit qui est 1000 fois plus puissant que la morphine. Donc, la fourchette de posologie entre la dose avec la dose recherchée, enfin d'effet recherché, et la dose avec un effet létal est très étroite. En France, on a fait une campagne de prévention en fait de ce risque d'overdose en opiacés en prescrivant aux patients connus comme des consommateurs d'opiacés de naloxone sur eux pour pouvoir avoir en fait une dose qui peut être administrée par l'entourage ou par le patient lui-même s'il sent une overdose.
Attention aussi à ne pas toucher de produits si vous récupérez en fait de garde dans les affaires de vos patients en fait des produits. Mettez des gants parce qu'il peut y avoir des risques d'overdose, notamment d'opiacés, au niveau transcutané. Puisqu'il existe effectivement des patchs qui peuvent être prescrits donc d'opiacés chez des patients très douloureux. Et donc, en fait, l'opiacé peut s'administrer en fait par voie transcutanée. Donc, faites attention et mettez des gants quand vous récupérez des produits. Parce que vous ne savez pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur ni ce avec quoi c'est coupé. Voilà. Voilà pour ce TD sur les cadres figures d'urgence pour vous préparer en fait à vos premières gardes. Il y en aura 2 autres dans les mois à venir. Je vous remercie de votre attention.